Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons donc le privilège d'accueillir deux personnalités importantes ce matin à la rubrique. Dans un premier temps, la ministre de la Culture, également ministre de la Justice, mais c'est la ministre de la Culture que je reçois. Dans un premier temps, Maître Émilie Prophète-Milsé, et dans un second temps, nous accueillerons l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, M. Stefano Gatto. Et comme je l'ai dit, les femmes d'abord, et pas n'importe laquelle d'ailleurs, c'est la ministre de la Culture, Maître Émilie Prophète-Milsé, dans un premier temps. Bonjour Madame la Ministre, et c'est avec plaisir que je vous reçois ce matin. Bonjour Wendell Théodore, merci de me recevoir. C'est un privilège, comme d'habitude, d'être avec vous sur le plateau de Le Point de Radio Métropole. Ce n'est pas la ministre de la Justice, c'est plutôt la ministre de la Culture, et, oui, dans un contexte particulier. Mais vous allez permettre qu'il y ait quelques petites dérogations qui ne dérangeraient pas trop. Ah ben, avec plaisir. Eh bien d'accord. Merci d'accepter que j'en fasse pendant le déroulement de l'émission. Alors, Madame la ministre de la Culture, nous sommes en juillet, pleine saison estivale, je dirais, dans le temps, dans le passé, je dirais, il y avait des manifestations récréatives en nombre important. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais le ministère, paraît-il, pense à créer des activités, pense à organiser des choses, même si le contexte est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez à annoncer, Madame la Ministre? Merci Wendell. Il y a des choses qui se passent. Évidemment, nous aurions aimé qu'elles soient de plus grande ampleur et profitent à plus de personnes, à plus de quartiers. Et je sais qu'il y a une très grande artiste internationale qui entre dans quelques jours. Et je pense que les opérateurs culturels vont se charger de faire l'annonce de ce grand passage en Haïti. Nous, au ministère de la Culture, il faut signaler que le ministère de la Culture n'est pas opérateur culturel. Le ministère de la Culture aide les opérateurs culturels et comme tous les ministères de la culture du monde, je suppose, dans la mesure de nos moyens, nous finançons la culture puisque nous nous occupons beaucoup de financement et d'économie de la culture. La nuance entre financeurs, bailleurs et non-opérateurs. Nous ne sommes pas opérateurs, c'est-à-dire que nous n'organisons pas nous-mêmes des manifestations culturelles, c'est-à-dire quand il y a une manifestation culturelle, il y a une initiative, il y a de l'argent là-dedans, il y a une économie aussi dans cette manifestation, c'est-à-dire qu'elle fait travailler beaucoup de gens. Nous finançons plutôt presque toutes les manifestations culturelles et comme j'ai eu à le répéter il y a plus de 18 mois, le ministère de la Culture demeure le plus grand financeur de la culture de la République. Donc le ministère de la Culture laisse aux autres l'initiative de financer, de concevoir des activités culturelles. Cependant, nous, dans le cadre de cet été, et nous le faisons souvent, nous essayons de conceptualiser un certain nombre d'événements qui permettent à des jeunes de s'exprimer ou qui permettent de découvrir des talents selon, ça dépend de cette initiative en question. Et c'est comme ça que nous avons imaginé au ministère de la Culture un certain nombre d'événements cet été qui va faire appel à des jeunes entre 17 et 25 ans et même un petit peu plus pour participer et pour révéler, parce que nous, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est
des révélations. Comment révéler des jeunes talents, comment révéler des leaders, comment mettre le projecteur sur des personnes qui ont des choses à dire, sur des personnes qu'on mériterait de voir et qu'on mériterait d'entendre. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons imaginé ces projets-là pendant l'été 2023. Donc il y en aura beaucoup? Il y en aura un certain nombre. On peut commencer, je vais commencer par vous parler du flash mob parce qu'il débute dans quelques jours. Vous savez, nous sommes dans l'année des 68 ans du compas et j'avais eu l'occasion de venir présenter ici sur votre plateau le calendrier des commémorations et des célébrations il y a quelques mois parce que nous l'avons sorti à la fin de l'année dernière. C'est un calendrier qui recense toutes les dates que, comme haïtiens, nous devons commémorer, célébrer, des dates qui nous rassemblent, des événements qui nous rapprochent. Donc, et dans cette liste-là, nous avions les 60 ans de l'orchestre Tropicana, les 75 ans de l'orchestre septentrional et les 68 ans du compas aussi. Donc, nous allons faire ce qu'on appelle un flash mob. C'est un mot que connaissent beaucoup, que beaucoup de jeunes connaissent. Donc, ce flash mob qui va permettre à des jeunes de danser le compas, mais dans différentes villes. Alors, le flash mob consiste à réunir en un temps très court, faire un appel pour faire venir sur une place publique, dans un lieu choisi, des jeunes et ils dansent sur une musique compas pendant un certain temps. Donc, c'est un événement, une activité qui n'est pas très longue. Donc, sur une place publique? Sur une place publique ou un endroit choisi. Ça peut ne pas être une place publique. Donc, ils forment des couples et ils dansent le compas et ils sont regardés, évalués par des danseurs professionnels de compas. Il y aura un système sonore, de sonorisation? Il y aura un système de sonorisation qui sera amené et ces jeunes, ces personnes, elles vont danser sur un rythme compas et on va filmer tout cela. Ça va être sur les médias sociaux, ça va être sur les médias publics aussi pour qu'on voit pour qu'on les voit danser le compas. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé ces dernières années sur le compas, notamment Clifford et Gaël Jasmin, et c'est très très important parce que un événement, enfin pas un événement, une activité existe ou un rythme, une façon de faire, quand on essaye de théoriser sur cette façon de faire et qu'on laisse des traces, qu'on dise voilà comment on fait, voilà comment on danse le compas ici, voilà comment on danse le compas dans cette autre ville. Donc c'est ce que nous allons faire pour montrer le compas, pour que des jeunes se dansent le compas, pour qu'ils nous montrent comment ils dansent le compas, comment ils comprennent le compas. Ce ne sera pas un concours, ce flash mob, c'est plutôt permettre aux gens de... Ce sera ludique, ce ne sera pas un concours et ce sera pour mettre de l'animation et aussi pour dire comment nous dansons le compas et comment nous comprenons ce rythme quand même qui est très caractéristique d'Haïti et que nous essayons de faire entrer dans le patrimoine de l'humanité parce que le compas est spécifique à Haïti. Donc pour que ça soit clair pour tout le monde, ce ne sera pas une activité qui permettra de découvrir des talents. Non, ce sera tout simplement pour créer de l'animation. Pour créer de l'animation, ça va être ludique et ça va permettre à des personnes de se retrouver autour de quelque chose que nous aimons tous, qui s'appelle le compas, et aussi pour saluer ce rythme dont cette année ramène les 68 ans d'existence. Donc ce sera à travers le pays ou bien? Ça sera à travers le pays. Vous aurez le temps nous avons choisi des villes comme Jacmel, le Cap-Haïtien et aussi Hinche, donc les chefs-lieux de département, on va dire, parce que nous ne pourrions pas aller un petit peu partout, mais que d'autres personnes s'approprient de l'idée et qu'elles fassent autant, ça nous ferait plaisir et ça permettrait aussi de regarder, d'écouter et de penser au compas, à ce long parcours de 68 ans et au changement qui a pu avoir lieu dans ce rythme ces 68 dernières années. Vous parlez, vous le répétez, Madame la Ministre, compas et 68 ans et autres. Les autres rythmes, les autres styles, vous en faites quoi?
Eh bien, vous savez, cette année, en fait, c'est à l'occasion des 68 ans du compas. Donc le compas sera à l'honneur. Le compas sera à l'honneur. Donc évidemment, nous encourageons tous les autres styles et nous ferons en temps et lieu ce qu'il est possible de faire aussi pour la promotion de ces styles, puisque plus il y en a, mieux ça vaut, plus ça témoigne d'un dynamisme dans la création, dans la créativité. Mais pour cet été, ça va être le compas. Ça va être le compas. Première dérogation, Madame la ministre de la Culture, je m'adresse à la ministre de la Justice. Maintenant, question sécurité, maintenant, comment faciliter cette mobilisation quand on sait que la circulation depuis quelque temps est pratiquement sous contrôle des gangs? C'est pas facile de circuler. Et vous avez vous-même affirmé, Madame la ministre, qu'il y a des territoires perdus. Oui, je suis au courant un peu plus que la moyenne des gens d'ailleurs de ce qui se passe et je me tiens très informée. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés pour circuler, pour aller particulièrement dans le sud, mais nous continuons de vivre et nous continuons de créer et nous continuons de travailler et de prendre des dispositions tous les jours avec la police pour que la situation sécuritaire s'améliore. Et vous avez vu ces 2 derniers mois, malheureusement, depuis quelques jours, il y a une tendance au retour de cette ancienne acte, de cette actualité qui est tellement navrante. Mais la police est au courant, la police fait de son mieux. Et je vais profiter de votre micro pour demander à tout un chacun de continuer à aider la police. Parce que le mariage police-population paye. Et nous devons pouvoir continuer à aider la police à travailler, aider la police à venir à bout de ces personnes qui s'adonnent, on va dire, au commerce des êtres humains, puisque Haïti est sorti de là. Notre évolution en 1804, c'était contre l'esclavage. Et prendre quelqu'un, s'emparer du corps de quelqu'un, l'enfermer, obliger sa famille à payer, c'est criminel, mais c'est aussi un acte inacceptable pour les Haïtiens et les Haïtiennes que nous sommes, un acte contre la liberté des individus, alors que Haïti a fait cette révolution en 1804 qui a marqué un tournant dans la question des droits de l'homme. C'était un point de bascule pour le monde et Haïti reste ce symbole au-delà des accidents que nous avons pu connaître. Donc la population doit continuer à aider la police à dénoncer ces personnes afin qu'elles puissent être appréhendées par la police. Donc là, vous parlez des cerveaux de l'insécurité, du kidnapping. C'est de ça que... C'est de cela que je parle parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir venir à bout du kidnapping. Deuxième point, et dans le cadre de l'agenda, de votre agenda estival, après le flash mob. Après le flash mob, nous avons une activité qui s'appelle Leader du futur. Alors, nous avons réalisé, mon équipe et moi, au ministère de la Culture, qu'il s'est passé énormément de choses dans ce pays depuis quelques années. Et on va dire depuis 1986 et en 1991, et particulièrement ces 10 dernières années. Et ces 10 dernières années nous ont intéressés particulièrement et nous avons prospecté, nous avons regardé, nous avons réfléchi, nous avons discuté et nous nous sommes dit, mais au final, il s'est passé énormément de choses. Nous avons connu beaucoup de commotions, mais il ne s'est dégagé aucun leader. Donc, il y a un problème certain de leadership dans ce pays. Il y a eu beaucoup de contestations, beaucoup de choses malheureuses qui se sont produites, mais hélas, aucun leader, c'est-à-dire quelqu'un dans lequel on se reconnaîtrait, qui porterait une parole, dans lequel nous nous retrouverons. Et comment être leader? Être leader, c'est d'abord pouvoir porter cette parole, pouvoir dire des choses qui ont du sens et qui nous permettent de nous retrouver. Et nous nous sommes dit, allons chercher des leaders parmi les jeunes de 17 à 25 ans. Être leader, pouvoir aborder un sujet et camper le sujet et à la fois camper dans le sujet aussi et
laisser les gens vraiment ébahis après avoir pris la parole. Donc nous avons choisi 6 thèmes. Nous avons choisi le féminisme, le vaudou, le patrimoine, l'environnement, les droits des personnes, les médias sociaux comme thème. Et nous avons demandé à ces jeunes de venir s'inscrire. Ils, elles, auront 15 minutes en créole ou en français, comme il leur plaira, pour développer un sujet. C'est-à-dire, cette personne s'empare du féminisme comme sujet. Le féminisme, il est large. La violence basée sur le genre, le féminisme, la place des femmes et tout ça. Donc, pendant 15 minutes, cette personne s'empare de ce sujet et parle, mais pas parler pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire, la personne peut pouvoir parler français et ne pas pouvoir dégager des idées qui intéressent tout le monde, des idées soit nouvelles ou prouver qu'elle appréhende un certain nombre de concepts par rapport à cette thématique ou en créole. Donc voilà, et nous aurons des universitaires, des personnalités de la société qui vont évaluer ces personnes qui vont choisir leur thème, et ça va être filmé, et nous allons passer quasiment 6 semaines à écouter ces jeunes, puisque c'est un concours. On va les éliminer au fur et à mesure à partir de la pertinence des idées, de la manière de s'exprimer, de se tenir, leur manière d'être, de convaincre, pour finalement trouver ces 3 leaders que nous cherchons, ces personnes, d'après nous, qui auront à dire non seulement à leurs congénères, aux personnes de leur âge, mais aussi aux Haïtiens, c'est-à-dire qui pourront parler et qui seront crédibles à notre sens, et qui pourront émuler, c'est-à-dire et faire donner envie à d'autres personnes de leur âge ou d'autres âges de parler et de voir la société autrement, de comprendre la discussion différemment. Parce que on s'exprime beaucoup sur les médias sociaux, mais ce sont des paroles, des choses très, très éphémères. Sitôt qu'elles sont dites, on les oublie parce que c'est beaucoup de violence, et souvent aussi, ce sont des gags, ce sont des paroles souvent sans importance, ou c'est peut-être des paroles profondes. Voilà, où ce sont des assemblées de gens, des meutes qui défenestrent des personnes parce qu'elles ont dit une chose, elles ont pensé quelque chose, elles ont exprimé quelque chose sur un média. Donc voilà, c'est pouvoir faire dire différemment et dire à certains jeunes, on peut parler différemment. Mais comment y arriver? Comment vous allez procéder? Là, rapidement, j'ai comme l'impression qu'il s'agira d'un concours. Qui permettrait justement de découvrir, de trouver un leader. Voilà, on va procéder par élimination. Est-ce qu'il sera national, le concours? Donc, on a demandé aux jeunes de s'inscrire, peu importe la ville dans laquelle ils vivent. Les jeunes de 17 à 25 ans. Vous allez trouver on aura des éliminations. On aura des éliminations, et puis jusqu'à ce qu'on trouve ces 3 personnes. Mais c'est ludique aussi, c'est ludique, c'est important, ça permet d'entendre aussi, ça permet d'entendre même ceux qui ne seront pas retenus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personne de 20 ans aujourd'hui en Haïti, peu importe où elle vit, cette personne pense du féminisme, du vaudou, de l'environnement, des médias sociaux, du patrimoine. Évidemment, puisque nous sommes dans l'année du patrimoine, nous n'aurions pas pu laisser ce thème à côté. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de ces thématiques qui sont quand même importantes, parce que nous avons beaucoup de problèmes, nous sommes vulnérables aux menaces naturelles multiples, nous craignons les tremblements de terre, les inondations, comment le vaudou est perçu aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte où il y a la religion partout, et ces religions font croire aux jeunes que le vaudou n'est pas une bonne chose, qu'il faudrait éradiquer le vaudou. Alors que le vaudou, c'est populaire, c'est-à-dire le vaudou, il est partout dans nos vies, parce que c'est la base de ce que nous sommes.
C'est-à-dire nous ne sommes pas forcément vaudouisants, mais nous pensons certaines fois, j'ai vu tout à l'heure en venant justement à Radio Métropole, au bas de la route de Montagne Noire, vous voyez, il y avait de la nourriture, des goncoui, etc. Et puis ça m'a fait sourire parce que les gens continuent de faire ça. Ouais. Et voilà, ça doit nous porter à réfléchir. On envoie. Oui. Ça doit nous porter à réfléchir et c'est important puisque si le voisin le fait, si nous avons un parent qui le fait, c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire écoutez, c'est pas bon, il faut jeter ça, il faut entendre les autres. Ça dépend de l'objectif voilà. Aussi. Mais Madame la Ministre, quelqu'un qui nous écoute là, un jeune qui nous suit de près et qui qui veut manifester le désir de participer, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit l'une des thématiques, l'un des thèmes, et puis il essaie de l'expliquer, il demande à s'inscrire. Il va sur les réseaux du ministère de la Culture pour voir quels sont les critères. Ensuite, il continue, il commence à réfléchir sur les différentes thématiques parce que ça va être un tirage, c'est-à-dire vous allez dans un panier, vous sortez un petit papier et vous voyez sur quel thème vous êtes tombé et voilà, et vous parlez de cette thématique. Vous parlez de féminisme, votre perception, vous parlez du patrimoine, du vaudou, des droits des personnes, des médias sociaux et voilà. Et au fur et à mesure, on élimine certains candidats. Je n'aime pas le mot éliminer, mais puisque c'est comme ça, puisque je pense que chacun, on les met de côté. Et voilà, et ces personnes continuent d'une certaine manière de participer avec nous, puisque c'est un jeu, jusqu'à ce que nous dégagions, nous sortions ces 3 personnes. Et qu'est-ce qui attend ces 3 personnes? Ces 3 personnes... Une fois élues ou bien désignées leaders voilà, des jeunes. C'est un jeu, c'est-à-dire ces 3 personnes-là, elles auront des primes qui vont constituer, qui vont être constituées d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones, de livres, évidemment, puisque c'est un concours pour des jeunes. Et de notoriété aussi. De notoriété, c'est-à-dire que ces personnes vont devenir pendant un an les porte-parole du ministère de la Culture sur un certain nombre de sujets. Ces personnes vont parler, ces personnes vont intervenir dans des émissions, puisque ce sont des personnes qui, selon nous, quand je dis nous, c'est très large, parce que nous aurons des professeurs d'université, des artistes qui feront partie du jury. Ces personnes recevront, on va dire, l'onction de ces personnes qui diront, écoutez, ces jeunes ont des choses à dire, il faut qu'elles parlent, il faut qu'on puisse les entendre, qu'on puisse les laisser s'exprimer sur divers sujets dans les médias. Et évidemment, ces jeunes, nous l'appelons de nos voeux, vont pouvoir faire leur route dans la société aussi. Maintenant, il faut le site du ministère. C'est par le site du ministère qu'on peut s'inscrire. Je dis, sur les médias sociaux du ministère, c'est plus accessible puisque tout le monde aujourd'hui, ou quasiment tout le monde, a accès aux médias sociaux. Vous allez sur le compte Instagram, Facebook ou Twitter du ministère de la Culture et vous allez voir comment vous inscrire. Il y a aussi une adresse email et on va vous contacter. Donc, on va commencer les premières éliminations. Ça nous prend, c'est énorme comme jeu parce que ça implique beaucoup de gens et il nous faut être sérieux parce que ces gens qui vont venir vers nous sont forcément des gens crédibles et qui pensent qu'ils ont des choses à dire à cette société, à cette communauté. Et il n'y aura pas de discrimination, jeunes de la province, jeunes de Port-au-Prince ça va de soi, tout le monde peut s'inscrire, peut participer. L'État ne fait pas de discrimination et moi, personnellement, pour moi, il n'y a pas une différence entre un jeune qui vit, un jeune de Jacmel ou de Port-au-Prince ou du Cap-Haïtien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans des milieux différents. Déjà, il suffit d'avoir de la compétence. Il suffit de pouvoir parler. Il suffit d'avoir l'âge qu'il faut, de répondre aux critères et voilà, on va vous entendre
on va vous entendre. On ne va pas vous demander a priori, voilà, vous venez de Jacmel, tel sujet peut vous intéresser. Non, non, il suffit de savoir parler. Moi, je serais très, très heureuse que ces 3 personnes que nous allons trouver, ou cette dizaine de personnes qui vont faire les finales et viendront de toutes, de Jérémy, de Hinche, de Jacmel, de Port-de-Paix, et comme ça, ça nous permettrait de sentir palpiter aussi la vie dans ces villes. Et nous retenons que ces jeunes-là passent à la télé. Ils passent à la télé, nationale. Ils passent sur les ondes sur la télé nationale, et nous espérons évidemment aussi avoir l'appui de médias qui se trouvent dans nos départements, de telle sorte que beaucoup plus de gens puissent profiter de cette découverte, parce qu'il va s'agir en fait de découverte. Nous allons trouver des pépites, j'en suis sûr. Et le 3e point? Alors là, je vous annonce que nous sommes dans l'année du patrimoine, donc nous allons avoir dans quelques semaines un code du patrimoine. C'est un code du patrimoine qui a été élaboré par Maître Gerdi Lissad, et qui est un avocat, un numismate, un chercheur, un historien, un membre de la Société haïtienne d'histoire. Alors vous savez, nous parlons beaucoup de patrimoine, et il n'existe pas de code du patrimoine, c'est-à-dire le code réunit tout ce qu'il y a en termes de législation à la fois nationale et nationale sur un thème précis. Donc pour la première fois, nous allons avoir un code du patrimoine, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui attendent ce code, parce que nous parlons beaucoup de patrimoine, nous parlons de notre patrimoine, mais quels sont les traités, accords auxquels Haïti est parti, et qu'est-ce que la législation haïtienne dit en général et en particulier sur le patrimoine. Ça sera intéressant dans cette année du patrimoine. Et ça ne vous a peut-être pas échappé aussi, nous avons signé un accord avec l'université récemment sur les questions sur le patrimoine et sur d'autres éléments aussi, et d'autres champs. Donc le ministère de la Culture, en accord avec l'université d'État, il y a IERA-ISERT, mais il y aura aussi la faculté d'ethnologie. Nous allons essayer de disséminer toutes ces connaissances sur le patrimoine, prendre de l'université, mais aussi donner à l'université en intégrant des étudiants dans nos différentes institutions, afin qu'ils puissent faire des stages, afin qu'ils puissent connaître les institutions de la culture, c'est-à-dire pouvoir aussi, dans cette perspective, préparer une nouvelle génération de fonctionnaires qui intègrent ce qui se passe dans les administrations, particulièrement du ministère de la Culture, et apporter aussi des idées nouvelles pour la protection du patrimoine, mais aussi tout ce qui a rapport avec la culture dans son économie, dans son financement, dans son développement. Donc le ministère de la Justice n'a pas absorbé le ministère de la Culture, c'est pas un ministère moribond Le ministère de la Culture n'est pas un ministère moribond, et ne l'a jamais été. Et nous travaillons aussi, ces jours-ci, nous nous sommes réunis 2 fois la semaine dernière avec les cadres du ministère pour réfléchir sur une politique culturelle, parce que figurez-vous que nous n'avons pas encore une politique culturelle en Haïti. Sur une politique culturelle, c'est extrêmement important. Et là, au moment où je vous parle, là, nous avons une équipe qui va commencer avec l'UNESCO d'ailleurs, et à travailler sur le rapport de la Convention de 2005, la Convention de l'UNESCO de 2005, et c'est extrêmement important. C'est une convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc il y a énormément de choses qui se passent au ministère de la Culture, c'est-à-dire, et évidemment c'est un ministère ouvert, c'est un ministère qui observe aussi, parce que c'est un ministère il y a beaucoup de cadres aussi au ministère de la Culture qui réfléchissent sur beaucoup de choses, et comment faire mieux dans tous les cas, c'est-à-dire par exemple pour le parc national historique qui se trouve au Cap-Haïtien, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons, à la fin du projet l'année dernière, changé la gestion du parc national historique pour avoir une autre gestion qui réponde d'abord aux desiderata de ceux qui exploitent le parc national et dans l'immédiat, c'est-à-dire ceux qui sont des meneurs de chevaux, des marchands d'artisanat qui n'étaient pas très contents de l'ancienne gestion. Et nous avons installé un
autre gestion avec le directeur départemental du Nord, M. David Toussaint, et nous espérons faire des progrès dans la gestion de ce site et la gestion de ce site. Là, vous parlez de la citadelle. Parce que j'ai appris récemment que l'on serait en train de déclassifier la citadelle comme patrimoine mondial. C'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et nous avons publié une note qui est parue dans le Nouvelliste d'ailleurs, qui a été reprise par beaucoup de médias. Le parc national a seulement changé de gestion. Et vous savez, c'est difficile des fois de gérer un certain nombre de frustrations quand les gens, on les change et on leur dit, écoutez, votre mission, elle est terminée. Et là, les gens se rebiffent des fois. Et comme les médias sociaux sont à la portée de tout le monde, il y en a qui vont dans les médias, qui font des articles, qui parlent. Mais voilà, la vérité, c'est que nous avons changé la gestion du parc national historique. Et c'est l'AGP, l'autorité de gestion du parc, qui était financée par un projet de la Banque mondiale qui s'appelle PAST. Donc ce projet a pris fin en 2022, et en juin 2022, et il a fallu que nous prenions d'autres dispositions, c'est-à-dire pour la continuation de la gestion du parc national historique d'une part, et parce que il y avait beaucoup d'insatisfaction au niveau de Milo particulièrement de l'ancienne gestion. Donc nous avons en toute conscience et après des réflexions changé la gestion, et nous espérons beaucoup de cette nouvelle gestion, et autant que les meneurs de chevaux, les marchands d'artisanat et les maires de la région. J'en reviens à un point que j'ai évoqué au début de l'émission, Madame la Ministre, c'est l'affaire de la saison estivale. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, contrairement au passé. Donc, en termes de grandes affiches, à part le groupe Zafem qui annonce des activités, notamment à Fort-Liberté, je ne fais pas de publicité, j'annonce tout simplement ce qu'on m'a appris. C'est vrai que le contexte n'est pas favorable à l'organisation d'activités récréatives, culturelles, comme c'était le cas dans le passé. Il y a un plan du gouvernement, il y a un plan du ministère pour les grandes vacances en termes de soirées dansantes, de bals, de festivals et autres, non? Vous savez, le ministère, il aide quand il est saisi. C'est-à-dire, il faut saisir le ministère par une lettre, par la présentation d'une activité. Et nous, au ministère de la Culture, nous décidons, voilà, à quel montant nous participons à la réalisation de cette activité, parce que c'est le rôle du ministère de la Culture. À chaque fois que le ministère est saisi, le ministère répond. Nous avons reçu des demandes, nous avons reçu un certain nombre de demandes que nous traitons. Nous aurions souhaité qu'elles soient plus nombreuses, mais les mois qui viennent de s'écouler ont été très très difficiles pour les opérateurs culturels qui n'ont pas pu travailler, Et là aujourd'hui, ils sont en train... Est-ce que vous avez entendu que de nombreux opérateurs ont dû laisser le pays pour aller, par exemple, évoluer en République dominicaine à cause de l'insécurité, justement? Il y a beaucoup de gens qui ont laissé Haïti, pas que des opérateurs culturels. Il y a beaucoup de gens dans le cadre du programme Humanitarian Power et pour d'autres cadres aussi qui ont laissé le pays, et parmi lesquels des opérateurs culturels. Mais nous pensons que ces gens, ils vont revenir. Nous pensons qu'ils vont revenir et qu'il nous faut créer les conditions pour qu'ils reviennent. Et c'est pour cela, tous les jours, moi, de mon lieu de ministre de la Justice, je demande un peu plus d'efforts à la police nationale, parce que la force que nous avons aujourd'hui, c'est la police nationale. Donc, je demande chaque jour un peu plus d'efforts à la police nationale pour que les gens se sentent en sécurité, pour qu'ils puissent continuer ou recommencer à imaginer des activités culturelles, des activités récréatives à Port-au-Prince et dans les villes de province. Et je me réjouis qu'il se passe beaucoup de choses au Cap. Par exemple, au Cap, j'ai appris hier avec beaucoup de satisfaction qu'il n'y a aucune chambre d'hôtel de libre jusqu'à la fin du mois d'août. C'est quand même extraordinaire. Et je crois que le Cap est en train de se révéler cette ville locomotive pour Haïti, tant le Cap porte de potentialités et tant il y
y a une envie au Cap, une envie de faire, parce que je pense que les gens du Cap comprennent ce qu'ils représentent aujourd'hui et pour le pays, alors que le département de l'Ouest est saturé pour toutes sortes de raisons. Donc nous n'arrivons pas encore à trouver les solutions pour que le département de l'Ouest devienne un endroit, un lieu vivable où les gens peuvent se déplacer quand ils veulent, où ils peuvent faire des activités. Donc je suis contente pour le Cap. Donc il y a beaucoup d'activités au Cap et j'espère qu'il y en aura aussi dans d'autres villes comme Jacmel, parce que le pays respire ailleurs. Même quand Port-au-Prince est en train de s'asphyxier, il y a d'autres villes du pays qui respirent, qui espèrent et qui proposent des choses aussi. Et donc c'est une occasion pour moi de dire aux gens de regarder un petit peu vers les autres villes, et je sais que ça n'arrête pas les avions entre Port-au-Prince et le Cap, et il y a beaucoup de gens qui partent pour le Cap. Je regarde le festival de jazz l'année dernière au Cap, beaucoup de gens ont pris l'avion pour aller au Cap, et ça nous a fait plaisir. Nous n'avons que 5 minutes pour terminer, Madame la Ministre. Il n'y a pas eu d'autres points. Non, c'est épuisé. Ok, maintenant permettez que je m'adresse à la ministre de la Justice. Les forces internationales, est-ce qu'elles vont finalement arriver? Récemment, ici sur le plateau, vous avez dit que nous étions encore demandeurs, en parlant d'Haïti. Et où est-ce que l'on en est aujourd'hui, après les sommets internationaux, les différentes activités auxquelles ont pris part, notamment des officiels haïtiens, dont le Premier ministre? Où est-ce que l'on en est? Est-ce que finalement, entre guillemets, est-ce que les Blancs vont débarquer finalement en Haïti? La formule les Blancs vont débarquer est malheureuse dans la mesure où notre demande en octobre 2022 a suscité beaucoup de palabres, et parce qu'il y a eu une incompréhension des uns et des autres. Nous n'avons pas demandé que les Blancs débarquent sur le sol haïtien. Nous ne saurions le faire. Nous avons demandé une aide pour la police nationale aujourd'hui, qui est confrontée à beaucoup de difficultés, parce que la police aujourd'hui, elle est en train de s'adapter. La police que nous avons aujourd'hui n'était pas faite pour affronter des situations de guérilla urbaine quasiment. Donc la police, elle est en train de s'adapter aux nouvelles situations, et vous avez vu les succès de la police depuis le mois d'avril, à la boule notamment. Donc la police, elle est en train de s'adapter, et la police a besoin d'être renforcée, c'est-à-dire elle a besoin d'être entraînée pour pouvoir être cette police-là et qui fait face à ces nouveaux types de criminalité. Et parce qu'il y a beaucoup de nouvelles formes de criminalité que nous constatons aujourd'hui. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, du jour au lendemain, voient quelqu'un prendre possession de leur téléphone et de leur ordinateur en Haïti, et ces personnes demandent de l'argent en leur nom. Donc il y a beaucoup de nouvelles formes de criminalité. Et pourquoi on ne parle pas assez de l'armée qui est encore là? L'armée... On a comme l'impression que le gouvernement haïtien et la communauté internationale parlent d'une seule voix. Ils font encore les deux. Pour ne pas parler de l'armée d'Haïti. Nous parlons de l'armée d'Haïti. Et le Premier ministre avait été voir et l'armée. Il y a eu une très grosse cérémonie pour annoncer que l'armée va entrer dans le jeu. Mais n'oublions pas que c'est une armée embryonnaire jusqu'à présent. Cette armée, elle a été démobilisée après le coup d'État de 1991. Quand le président Aristide est revenu, l'armée a été démobilisée et on a créé la police en 1995. Aujourd'hui, l'armée est en train de se reconstituer. Est-ce que votre collègue ministre de la Défense vous a dit à combien on en est en termes d'effectifs aujourd'hui? Non, je n'ai pas les chiffres en termes d'effectifs de l'armée. Il faut que vous invitiez mon collègue de la Défense, mais je sais que l'armée est en train de se préparer. Aujourd'hui, elle n'a pas assez d'hommes, elle n'a pas assez de matériel surtout pour intervenir, mais l'armée, elle est là et elle est entrée dans le jeu. Pas autant que la population le voudrait, parce que nous avons oublié une chose, l'armée a été démobilisée en 1994, mais ce pays a été fondé par l'armée. C'est-à-dire, notre armée, nous y croyons. L'armée, c'est l'armée indigène, c'est l'armée de Dessalines, et l'armée, elle doit revenir. L'armée doit revenir. Donc, cette aide que nous avons demandée, c'est pour renforcer la police, pour aider la police et à mieux s'entraîner pour s'adapter aux nouvelles
autre forme de criminalité. Dois-je comprendre que l'international sera là, aux côtés de la police nationale, Absolument. et que c'est la PNH qui aura à faire le boulot, le travail? Exactement. Et cette aide que nous avons demandée, c'est pour Mais faire un pourquoi on n'a pas vetting. commencé avec pourquoi la police n'a pas commencé? Parce que là, on n'en peut plus, Madame la Ministre. Je sais que nous n'en pouvons plus. Et tous les jours, nous constatons que cette aide, elle est essentielle. Nous avons aussi besoin de faire un vetting au sein de la police. Nous avons besoin d'une police la plus parfaite possible pour la population. C'est ce que la population demande. Nous avons besoin de faire ce vetting et nous avons besoin que cette police soit capable d'affronter ces nouvelles situations. Vous vous rappelez qu'en 2021, la police, en mars 2021, et c'était un choc terrible pour la population, quand la police a tenté une intervention à Village de Dieu et beaucoup de nos policiers y ont laissé leur vie. Ça, c'était inacceptable, insupportable. Aujourd'hui, nous avons des bandits qui sont lourdement armés et une police qui fait de son mieux. Et la police, elle a remporté des victoires. Madame la Ministre, opération Bika, Boakale, un peu le monde dit que son mouvement qui est soufflé, à cause de manque d'encadrement des autorités. Bon, évidemment, l'autorité va accompagner le peuple pour tuer les gens, mais son mouvement que les gens qui a commencé par résultat en quelque sorte, parce que Haïtiens dans la région métropolitaine ont un peu respiré. Nous passons un mois et demi et quelques 100 grands cas de kidnapping au niveau de la région métropolitaine. Et brusquement, nous voyons que ça a recommencé. Bon policier qui a parlé matin, il dit qu'il y a une impression. Quand il y a tendance à ce que la question de kidnapping non juguler, les résoudre, ça a l'impression que ça a dérangé un secteur, et puis brusquement, c'est l'autorité ou la police démobilisée, les démotivés, rien pas fait encore, et puis bandits recommencer à kidnapper le monde. Quelle est la réponse du gouvernement par rapport à ces critiques? Je peux vous dire que la police n'est pas démobilisée. La police est mobilisée plus que jamais. Et la population a fait ce mouvement et qui a été dissuasif pour les bandits. Mais la population aussi, elle continue de veiller. Elle continue de veiller. Mais n'oubliez pas, et ce n'est pas qu'en Haïti, les criminels ont des ressources, c'est-à-dire ils sont toujours en train de voir comment revenir à la charge. Et là, nous sentons que les criminels reviennent à la charge. Mais nous savons que la police veille et nous savons aussi que la population ne va plus se laisser faire. La population ne va plus se laisser faire. Et s'il y a des secteurs que cela arrange que des gens soient enlevés, qu'il y ait de la violence, je peux vous assurer que ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement parce que les ordres à la police sont extrêmement clairs. Il faut endiguer par n'importe quel moyen le kidnapping. Et aujourd'hui, en tant que ministre de la Justice, je peux vous dire que nous appelons la population à continuer de veiller, c'est-à-dire à dire non au kidnapping. Ce mariage police-population dont je parlais ce matin, ce mariage doit continuer. La population doit aider la police. La dénonciation doit être un devoir civique. Quand vous voyez quelque chose, quand vous suspectez que dans une maison, on cache des gens qui ont été enlevés, il faut dénoncer. Il faut dénoncer ces gens, c'est un devoir civique. Parce qu'à chaque fois qu'un citoyen, qu'une citoyenne est enlevée, ça fait du mal à la société. Nous détruisons une famille. Nous sommes en train d'éroder notre pays qui est déjà assez mal en point. Donc, c'est le devoir de chacun de veiller, de dénoncer. La dénonciation doit être un devoir civique. Il appartient à chacun de nous d'empêcher ces choses-là d'arriver. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonne chance. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, la ministre de la Culture, également ministre de la Justice. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Et à la deuxième partie, on accueillera l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Stefano Gatto. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole.
Notre deuxième invité, c'est M. Stefano Gatto, ambassadeur de l'Union européenne. Sa présence sur le plateau est importante puisque nous allons aborder un sujet crucial, de grande importance. Il va s'agir de cet important sommet qui va se tenir les 17 et 18 juillet prochain à Bruxelles. Et justement, d'ailleurs, ça fait longtemps, environ 8 ans. 8 ans. 8 ans depuis qu'on observe une pause. J'aurais bien aimé savoir pourquoi cette pause a si duré. Mais d'abord, avant d'entrer de plein pied dans le sujet, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, bienvenue monsieur. à Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir ici. En fait, c'est l'occasion de... je pense que c'est la première fois que je suis sur un plateau à Haïti. Ça fait presque un an que je suis là, mais ça a été quand même une année un peu complexe à gérer. À cause de l'insécurité, des oui, troubles politiques. disons, on a eu même une période on a dû fermer nos bureaux pendant une période entre septembre et décembre. Donc, disons que ça a été un atterrissage assez complexe pour moi. Je suis arrivé le 31 août de l'année passée au pays. Et on était en pleine crise à ce moment-là. Donc, les 12, j'ai bien en tête, le 12 septembre, les problèmes ont commencé. Donc, ça a été un atterrissage assez complexe pour moi. Et on a dû, à un moment donné, évacuer notre personnel. Donc, disons que toute l'année 22 a été assez compliquée. Vous aviez hésité, monsieur l'ambassadeur, quand on vous annonçait que vous alliez être accrédité ou encore affecté en Haïti? Dites-nous la vérité. Pas vraiment, parce que, écoutez, finalement, dans notre système, je ne sais pas dans les autres systèmes diplomatiques, mais dans les nôtres, finalement, si vous êtes nommé dans un pays, si vous êtes choisi pour un pays, ça veut dire que vous l'avez aussi demandé. Donc, moi, j'ai demandé à Haïti entre les pays que j'avais postulés. Donc, vous avez connu Haïti avant? Non, je n'avais pas connu Haïti avant directement. Non, quelle expérience? J'ai beaucoup d'expérience en Amérique latine. Je connais toute la région et j'ai beaucoup travaillé en Amérique centrale. J'étais dans 2 postes au Guatemala et au Salvador, donc 8 ans. Et je dois dire que, bon, Haïti, finalement, j'ai trouvé une réalité différente. Mais moi, j'ai toujours travaillé dans des pays relativement complexes. Hein. Si je vous nomme les postes que j'ai eus, c'est Guatemala, El Salvador, Pakistan. Ce n'est pas vraiment des endroits qui, normalement, sont considérés comme faciles. Et donc, je m'étais dit, bon, Haïti, c'est un défi que je peux assumer, mais je dois dire que la situation que j'ai trouvée était vraiment complexe. Et comment se porte la relation jusque-là entre Haïti et l'Union européenne? La relation en tant que telle est bonne, mais c'est-à-dire on a un agenda important de coopération avec Haïti. On essaye de contribuer à l'épanouissement de nos relations, et aussi des relations économiques, des relations de coopération. On essaye de donner un coup de main du point de vue politique, du point de vue sécuritaire, mais c'est vraiment un peu complexe de voir par la situation en tant que telle du pays. Donc, nous, on a nos limitations dans le sens que, comme Union européenne, nous avons beaucoup d'attributions, mais il y a certains domaines dans lesquels nous sommes moins présents. Et donc, c'est, par exemple, depuis que je suis arrivé ici, il y a toujours cette demande de l'assistance du point de vue sécuritaire militaire. Or, nous, on contribue au fonds géré par les PNUD de la PNH, avec une contribution de 3 millions, qui n'est pas énorme, mais il est quand même significatif. Mais c'est vrai qu'il y a certains aspects de présence sécuritaire qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, comme Union européenne, mobiliser, par exemple, des forces. Ça, Enfin, nous avons cet instrument, ça existe, ça s'appelle CSDP, ça s'appelle Politique étrangère de sécurité et défense commune, mais on ne l'utilise pas dans cette région du monde. On a des missions militaires, aussi militaires que civiles, parce qu'on a les deux facettes, mais on l'utilise dans d'autres régions du monde. On n'a pas d'expérience dans la région des Caraïbes. On n'a jamais été avec une mission de ce type. On a des missions de ce type en Afrique, on a des missions de ce type dans l'Europe de l'Est, à l'Est de l'Union européenne. Mais, par exemple, dans les frontières complexes avec la Russie, dans certains pays qui sont là, dans cette région complexe, mais on n'a pas d'expérience ici. Donc, on a
Parfois, dans des époques précédentes, à Haïti, il y a eu des contingents de pays européens qui sont membres de l'Union européenne, mais pas de l'Union européenne en tant que telle ne serait pas capable de... Oui, mais généralement l'Union européenne finance l'organisation des élections en Haïti, autant que je me rappelle. Mais là, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas d'élection sans la sécurité. Non, ça c'est sûr. Non, sur les élections, on appuie. On a 2 projets qui essaient de contribuer à préparer la société civile à se préparer aux élections. Les moments venus de l'élection, on pourrait imaginer une présence comme observation. Je sais qu'il y a eu des missions d'observation électorale dans le passé. Moi, j'étais responsable des missions d'observation électorale dans le monde à un moment donné. Et je sais qu'à Haïti, il y a eu des expériences relativement complexes parce que c'était aussi un contexte complexe à l'époque. Mais donc, il est possible qu'on vienne avec une mission d'observation électorale si on est invité à le faire. Mais c'est vrai que sur les contextes sécuritaires, on essaye de suivre, on essaye d'appuyer dans la mesure de ce qu'on peut faire. Mais quand, par rapport à la demande d'une présence directe de forces armées ou de policiers de nos pays, ça serait une décision des pays individuels et pas de l'Union en tant que telle. C'est-à-dire, l'instrument existe, mais c'est un instrument qu'on n'a pas envisagé d'utiliser à Haïti. Vous savez qu'en ce moment, toute l'année 2022-2023 a été marquée en Europe par la présence de la guerre en Ukraine, sur nos frontières. Donc, tout l'effort, une bonne partie de notre effort sécuritaire en ce moment est déversé vers cette direction. Et à Haïti, on n'a pas vraiment envisagé d'être présent à ce niveau-là comme Union. Or, il est possible que s'il y a un consensus international qui se dégage, apparemment les dernières semaines ont vu un regain de ce débat sur la possibilité d'une intervention en appui à la police nationale haïtienne. Et j'imagine qu'un certain nombre de pays de l'Union seraient prêts à participer avec... Que ce soit financièrement ou... moi, je pense que tout d'abord, il faut un consensus. On a vu, toute l'année qui s'est écoulée, on a vu que les consensus n'émergeaient pas. Et en Haïti, vous voulez dire? Non, les consensus au niveau de l'Union européenne? Non, au niveau international, sur l'opportunité ou pas d'envoyer une présence internationale dans les domaines d'appui à la sécurité. Maintenant, on voit que, il y a eu la visite du secrétaire général des Nations Unies, il y a l'initiative de la CARICOM, donc il y a un certain nombre d'initiatives qui avancent. Donc, on envisage à nouveau une architecture d'appui à la sécurité. Moi, je constate que l'appui à la PNH via les fonds est important, est indispensable, mais probablement ce n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes sécuritaires. Donc, je pense que si un consensus, pour répondre un peu à votre question initiale, si un consensus finalement apparaît au niveau international, j'imagine que l'Union européenne prendrait sa partie. Ce ne serait pas évidemment la protagoniste, ce ne serait pas en première ligne dans le sens d'envoyer des contingents, mais on aurait sans doute des tâches d'appui. Par exemple, en ce qui concerne l'appui à la PNH, c'est plutôt aux aspects contrôle des frontières qu'on va appuyer dans notre... C'est un peu de formation et un peu l'aspect contrôle frontière qu'on va appuyer dans ces contextes-là. Parlons maintenant du sommet qui se tiendra, c'est la semaine prochaine. 17, lundi, mardi à Bruxelles. Oui. Quels sont les objectifs spécifiques de cet événement qui se tiendra la semaine prochaine, 8 ans après, je dirais. Oui. Bon, alors, les 8 ans après. Alors, d'un coup, l'effet que les sommets... Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du sommet qui unit les pays de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, connu comme CELAC, avec l'Union européenne. Donc, on parle de 27 pays de l'Union européenne, 33 pays d'Amérique latine et Caraïbes. Moi, par hasard, au début de ma carrière, j'étais partie du premier de ces sommets qui s'était tenu à Rio de Janeiro en 1999, il y a 24 ans. Et depuis, à une cadence de tous les 3 ans, on a eu des sommets jusqu'il y a 8 ans. Et il y a 8 ans,
les problèmes qui a fait que pendant 8 ans il n'y avait pas eu de sommet de ce type étaient essentiellement des raisons politiques au sein de l'Amérique latine. C'est-à-dire il y avait une situation complexe de reconnaissance des gouvernements. Il y a eu une fracture, il y a eu au sein des pays d'Amérique latine une fracture politique entre pays, disons, pour simplifier, pays de gauche, et pays avec des visions différentes, pays de gauche et de droite, il y a eu une grande division, une grande cassure, oui, une certaine polarisation. On parle du Venezuela, on parle de Cuba, Donc Cuba a toujours été partie de la famille, mais il y avait un problème avec certains pays de la communauté des 27 plus 33 qui ne reconnaissaient pas, et même au sein de l'Amérique latine, qui ne reconnaissaient pas certains gouvernements, par exemple le gouvernement de Venezuela. Donc finalement, on n'avait pas trouvé la manière de résoudre ces problèmes de participation et de reconnaissance. Donc ces problèmes sont un peu derrière nous. Ça ne veut pas dire que la polarisation est terminée, il y a encore des questions complexes, mais les conditions politiques, on a beaucoup travaillé au niveau diplomatique pour recomposer ça, parce que c'était quand même important d'avoir un moment périodique de dialogue entre l'Europe et l'Amérique latine. Et c'était un peu dommage quand même de perdre cette possibilité. Donc et pourquoi c'est important aujourd'hui? Tout d'abord, il faut... Aujourd'hui, et puis quels sont les enjeux de cette édition? Oui, je comprends que parfois, quand on annonce un sommet, on imagine des grands résultats, des annonces spectaculaires au mirabolant. Or, pour nous, c'est très important comme Europe pour au moins 2 raisons. Tout d'abord parce que ça faisait 8 ans qu'on n'arrivait pas à rassembler tous les pays d'Amérique avec nous. Et quand je parle Amérique, j'utilise le terme Amérique latine, mais en fait c'est toujours Amérique latine Caraïbes. C'est ces lacs, justement, c'est la nature de ces lacs. Et de l'autre côté, c'est aussi les moments de renforcer notre présence et notre dialogue et notre partenariat avec la région américaine. Et là, la chose qui intéresse dans ces sommets, c'est le fait qu'on lance une grande initiative, que ça s'appelle la Global Gateway. La Global Gateway, en fait, c'est un espace de relations entre la communauté des pays d'Amérique et les pays européens, concernant pas seulement les infrastructures, parce qu'on parle de Global Gateway, on pense par exemple à la route de la soie des Chinois qui est vraiment axée sur les infrastructures, la capacité de production. Donc il y a cet aspect-là des infrastructures, du changement climatique, de l'énergie, de la transition verte, de la transition digitale. Vous savez que nous, en Europe, nous avons répondu au défi du Covid, l'énorme défi économique que le Covid a posé au monde entier, mais qui a commencé en Europe et a vraiment frappé l'Europe, par une réponse de solidarité plus grande entre nos pays et le lancement de nouveaux projets, de nouveaux instruments d'intégration et de coopération qui étaient inouïs avant. Ils étaient même inimaginables avant le Covid. Et seulement grâce à la Covid, on est arrivé à mettre ensemble nos forces, nos finances, nos instruments pour relancer une initiative essentiellement axée sur rebâtir l'Europe sur des bases plus green, plus vertes et plus digitales. Donc l'Europe green, l'Europe digitale. Donc Global Gateway et New Green Deal sont donc les thèmes dominants. Le Green Deal, c'est, vous savez que l'Union européenne, les pays européens ont toujours été très attachés à l'idée d'un reset sur des questions, sur l'aspect du vert. Nous avons toujours été très près de toujours les inspirateurs, en fait, d'accord sur le changement climatique. Et nous avons toujours été assez ambitieux. Nous avons fait face parfois à des réticences d'autres puissances importantes au niveau international. Donc, ça a toujours été dans nos cœurs l'aspect de la transition verte. Donc, on a décidé de rebâtir l'Europe à partir de ça, et on a décidé aussi de dialoguer avec le reste du monde sur ça, parce que c'est une bataille qu'on doit faire ensemble. Donc, pour l'Amérique latine, on a eu, je dirais pas une pause, on a eu une pause dans ce qui concerne les dialogues officiels, les moments de rencontres politiques, parce qu'il y a eu des difficultés politiques. Mais notre coopération n'a jamais arrêté. Donc, par exemple, si je pense à ce qu'on fait à Haïti, à la limite, on peut imaginer que dans ce contexte de
renforcer les relations. Haïti, on pourrait dire qu'elle a une place pas trop centrale dans le sens que cette initiative est une initiative de nature assez économique, assez liée à l'investissement, assez liée à l'implication du secteur privé. On veut créer un effet de levier. Vous savez, nous avons une coopération traditionnelle avec les pays européens qui est gérée par l'Union européenne, par la Commission européenne, mais en même temps, on veut utiliser cette coopération de façon plus proactive pour que ça devienne un levier vraiment des investissements privés. Or, évidemment, vis-à-vis d'Haïti, c'est un peu compliqué cette perspective en ce moment parce que ce n'est pas évident de pouvoir attirer des investissements. Donc, pour Haïti, c'est vrai qu'il faut faire un travail plus traditionnel ou plus à la base de revenir vers un accord politique, de créer des conditions pour que l'économie puisse repartir, redémarrer pour les biens des citoyens haïtiens et aussi pour créer des possibilités d'emploi, d'investissement, que ça devienne un pays à nouveau intéressant. Donc on a voulu à tout prix insérer Haïti quand même dans cette logique du Global Gateway, c'est-à-dire peut-être ce n'est pas pour aujourd'hui qu'on pourra favoriser nos investissements, mais quand même on veut créer les conditions pour que ça devienne possible dans l'avenir, parce que Haïti, il va sortir de sa crise. À un moment donné. Donc il faut travailler sur les conditions pour cela. Pour cela, on a besoin d'infrastructures, pour cela, on a besoin d'éducation, on a besoin de santé, on a besoin de sécurité, évidemment. Et ça, parallèlement, l'UE continue d'investir Nous continuons avec notre coopération, avec énormément de difficultés, parce que la situation est telle qu'elle est. Donc, par exemple, nous avons bâti un chantier traditionnel de travail au Haïti, c'est l'aspect des routes. La route, alors je n'ai pas en tête tous les chiffres exacts, mais quand on parle ça fait déjà une dizaine d'années qu'on travaille, même plus, sur la route nationale 3, sur la route 305, c'est-à-dire on veut contribuer à mieux axer les... Là, on est en mode pause. Non, pas vraiment. Oui, c'est-à-dire, les dernières années, comment financer les routes? Comment financer les routes? Oui, c'est vrai. Non, mais les financements sont déjà là. Les financements sont déjà là. Le problème n'est pas tellement... Quand je parlais de pause, je parlais de routes bloquées par les bandits pendant un certain temps. À ce niveau-là, oui. Les travaux justement, en ce moment, sont suspendus. Oui, mais les investissements, en fait, précèdent ça. C'est des investissements qui ont commencé avant. Donc, en fait, à ce moment, les problèmes qu'on a... Les fonds sont encore là. Ce qu'on doit gérer maintenant, c'est comment terminer les travaux. Par exemple, sur la route 3, il nous manque une dizaine de kilomètres. On a des difficultés qu'avec les contractants pour qu'ils terminent. Après, là, en fait, les problèmes d'il y a 2 ans, ils sont partis. C'est toute une négociation que nous sommes en train de faire. Mais je veux dire que à un moment donné, on va dépasser ces problèmes et il faut qu'Haïti soit bien connecté. Et donc, notre objectif, en fait, on travaille sur plusieurs axes routiers pour que les infrastructures haïtiennes soient plus fortes à l'avenir. Même chose sur les ports, même chose sur l'automatisation des douanes, automatisation, contrôle douanier. De tout ça, Haïti a besoin pour regagner sa place au sein de la communauté des nations qui ont une économie productive. C'est-à-dire, on ne va pas se résigner quand même à avoir Haïti dans la situation actuelle. On doit déjà penser à l'Haïti d'avenir. Donc, si c'est vrai que peut-être sur certains aspects qui sont immédiats, c'est peut-être pas l'Union européenne les premiers interlocuteurs auxquels il faut penser. Nous prenons notre parti, mais nous travaillons surtout sur les chantiers d'avenir. Les priorités actuelles, donc, c'est infrastructure, c'est éducation et c'est sécurité alimentaire. Et la sécurité, évidemment, mais comme je vous disais, sécurité, nous ne sommes pas les protagonistes, nous ne sommes pas en première ligne, nous ne pouvons pas l'être par la nature de notre organisation, mais nous ferons notre partie. Donc, pour revenir à la question du Global Gateway et du sommet, après 8 ans, on se retrouve, on crée un espace de dialogue. La coopération n'a jamais arrêté, mais c'était le moment maintenant de la réformater, la remoduler
en fonction d'une nouvelle façon de se relationner entre nous. Donc, beaucoup d'insistance sur l'implication du secteur privé. On veut devenir les leviers des investissements européens. Donc, on met ensemble des instruments qui sont des financements directs avec des financements qui viennent du secteur bancaire, du secteur financier, pour pouvoir investir dans des domaines qui sont liés au digital, liés au vert, liés disons, à notre objectif des fonds qui est à dynamiser notre relation. Et donc, dans ces contextes-là, on a essayé de voir Haïti. On ne peut pas proposer Haïti comme un scénario prioritaire dans tout ça pour les problèmes qu'on a, mais nous devons préparer l'avenir. Et donc là, comme on a l'éducation comme un des secteurs prioritaires de coopération avec Haïti, et en fait c'est un financement assez important qu'on a décidé de faire pour l'avenir. Donc là aussi, sur le Global Gateway, on a inséré un projet qui est lié à l'éducation, qui est lié à la région dans laquelle nous travaillons davantage, qui est la ville de Wanamint. C'est la région frontalière avec la République dominicaine qu'on veut essayer de dynamiser parce que nous croyons beaucoup dans l'intégration régionale. Enfin, nous sommes un processus d'intégration régionale. Donc nous avons toujours misé sur utiliser les frontières comme des lieux de croissance et des contacts plutôt que des lieux de division. Donc, l'enveloppe allouée à Haïti est estimée à combien? Bon, en fait, dans le Global Gateway, il n'y a pas une enveloppe en tant que telle. Nous avons un projet qui est en cours de définition, qui est un projet de construction d'écoles dans cette région-là, dans cette région frontalière, avec une technologie de recyclage de certains produits. Il y a une technologie européenne qui permet... Parce qu'une des idées du Global Gateway, c'est aussi se délier l'innovation à des solutions créatrices ou innovantes qui peuvent être d'intérêt. Par exemple, il y a un énorme problème de déchets dans ces pays, d'ordures qu'on va collecter. Bon, nous avons des sociétés en Europe qui sont capables de transformer ça en matériel de construction. Donc on pourrait avoir des écoles éco-soutenables en développant même des activités de transformation des résidus, de récupération, de recyclage. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier et qui pourrait être la contribution haïtienne, disons, au Global Gateway. Donc on arriverait à connecter notre priorité éducation à la priorité, à l'instrument Global Gateway. Et donc on aurait des investissements, on aurait des objectifs sociaux. Parce que les problèmes de fonds, quand on fait la comparaison entre cette initiative Global Gateway avec des initiatives, par exemple, chinois ou d'autres grands acteurs qui sont très présents maintenant aux Amériques, c'est que nous sommes convaincus que le digital et le vert ne peut pas vraiment marcher s'il n'y a pas une composante sociale. C'est-à-dire si on n'a pas les gens avec... Il faut l'implication des gens. Et donc, c'est bien promouvoir les investissements, mais c'est aussi pour répondre à des objectifs des gens sociaux. C'est pour ça que santé et éducation sont très importants dans notre offre. Nous ne voyons pas les infrastructures tout simplement comme quelque chose d'immatériel, c'est vraiment pour aider les gens à vivre mieux. Or, je comprends que parler de ça à Haïti aujourd'hui, ça peut paraître utopique parce qu'on a des problèmes tellement... Mais il faut déjà penser et rêver à l'Haïti de demain. Et avec ça, je veux dire, parfois on nous demande l'Union européenne, Haïti, l'avenir. Sans doute l'Union européenne sera à côté d'Haïti dans les années à venir. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, il faut toujours trouver la bonne manière de coopérer. Donc, quand on nous dit la sécurité, oui, nous sommes... Enfin, je vis à Haïti moi-même, je sais parfaitement que la sécurité est la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais moi, j'ai rajouterai aussi comme économiste que je trouve qu'un pays, pour fonctionner, doit avoir une économie capable de créer des emplois et de satisfaire les gens. Moi, je ne vois pas comment. Une économie solide. Une économie solide, elle est nécessaire. Évidemment, la gouvernance, on n'en parle même pas. Mais je veux dire, il est clair que l'Union européenne est un allié de l'Haïti. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Dans les cadres de nos capacités, on ne peut pas tout faire. On peut faire les choses que nous, on sait faire. Et on doit créer les conditions
pour améliorer la situation d'Haïti. Nous savons que la première préoccupation des gens maintenant, c'est la sécurité. Probablement la deuxième, c'est l'emploi, la sécurité économique. Mais pour cela, il faut aussi qu'il y ait un accord de gouvernance qui soit soutenable, qui soit haïtien. Quand on dit « Ah oui, parce que c'est la communauté internationale ici et là », je ne sais pas sur à quel point on pense à l'Union européenne, parce que finalement, nous sommes un acteur, mais pas vraiment un acteur qui est constamment dans la tête des gens. Mais il est clair que l'accord politique dont nous avons besoin, c'est un accord intra-haïtien. Les acteurs internationaux, ils peuvent faciliter... Nous devons ensemble nous mettre d'accord sur une solution. Les acteurs internationaux peuvent faciliter, ils peuvent aider, mais l'accord, finalement, doit être un accord haïtien. Quand on me dit « Ah, parce que la Constitution, je ne sais pas quoi », c'est jamais un acteur international qui fait faire l'analyse pointue de la Constitution haïtienne. C'est les Haïtiens qui doivent savoir que ce que c'est légal, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, sur la base... Oui. Alors, on va terminer, monsieur l'ambassadeur, mais avec une dernière question. On va revenir évidemment au sommet de la semaine prochaine. Comment les pays seront-ils représentés? C'est-à-dire, quel niveau de représentation et de plus, quelles sont donc les parties prenantes de ce sommet en termes de participation? Bon, alors, c'est un sommet des chefs d'État et des gouvernements, donc en principe, c'est les chefs d'État. Dans le cas d'Haïti, nous avons l'information que ce sera le Premier ministre qui participera, accompagné par le ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas s'il y aura d'autres ministres aussi. Il est possible. Comme nous avons un important agenda de coopération économique et coopération macroéconomique avec Haïti, j'imagine qu'il est possible que d'autres ministres fassent le voyage, puisque nous avons aussi, vous savez, un programme d'appui à la macroéconomique à Haïti qui est en cours d'évaluation et qui pourra amener probablement encore cette année un paiement assez important vers Haïti. Donc nos relations sont intenses. J'ai mentionné les infrastructures, j'ai mentionné l'éducation, mais nous avons aussi ce genre de coopération qui est très important. Donc la participation au niveau des chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères, des 27 plus 33, donc 60 pays, donc ça c'est complexe tout ça. Et c'est aussi l'occasion pour des échanges bilatéraux. Vous savez que le gouvernement haïtien a été assez actif les dernières semaines pour parler du cas haïtien au monde entier, et je pense que c'est la bonne occasion maintenant en Europe d'attirer un peu l'attention sur les problèmes haïtiens, et je pense que c'est une occasion que le gouvernement haïtien ne va pas perdre. Et donc, au-delà de ça, il y a un agenda, il y a quatre tables rondes, disons, 4 matières de discussion, 4 réunions ciblées où les chefs d'État et de gouvernement donc, aborderont les sujets du green, du vert, donc, du digital, et aussi de la sécurité publique, de la lutte contre les crimes internationaux. Donc j'imagine que là, Haïti fait ressentir sa voix sur cet aspect-là. Et je vous dis, c'est une satisfaction de revenir à la table avec les partenaires latino-américains, de relancer les relations des régions à région. Mais évidemment, moi, comme ambassadeur de l'Union européenne à Haïti, j'ai à cœur ce qu'on peut faire à Haïti. Donc l'aspect birégional, je le comprends très bien, je vous informe. C'est très important de cadrer tout ça. Et c'est très important qu'Haïti ne soit pas oublié dans tout ça. C'est très important qu'Haïti soit capable donc de profiter un peu de cet nouvel élan de nos relations. C'est peut-être pas encore le moment d'attirer des grands investissements européens vers Haïti, mais on doit être capable ensemble de rétablir certaines conditions, de devenir de rendre attirant Haïti dans l'avenir. Moi, je pense que c'est possible. Peut-être c'est quelque chose que nous ne verrons pas demain, mais c'est ne ratant pas cette occasion-là qu'on peut bâtir ensemble un avenir, en sachant et en réaffirmant que l'Union européenne sera toujours à côté d'Haïti, parce que ce qui passe. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, monsieur Stefano Gatto. C'est votre première participation à la rubrique Le Point. Merci. Un an après votre arrivée, je dirais, en Haïti. J'espère qu'on aura la possibilité de se parler une nouvelle fois, encore plusieurs autres fois à l'avenir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto.